besoins. Voilà, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Charpy, de ce compte rendu. Je vais faire envoyer, parce que je me suis aperçu que ce n'était pas fait, votre document sur lequel vous venez de vous appuyer à tous les commissaires aux finances. Vous venez de rappeler deux points importants qui ne sont pas sans lien avec la situation budgétaire dans laquelle nous nous trouvons. D'une part, les réformes de la fiscalité engagées depuis 2017 favorisent particulièrement les plus aisés, alors même que leurs effets sur la consommation et l'investissement ne sont pas démontrés. D'autre part, ces réformes nous privent de dizaines de milliards d'euros de recettes publiques et viennent aggraver le déficit. Vous rappelez effectivement que cette baisse de la fiscalité locale, c'est moins 38,5 milliards d'euros de recettes en moins, soit 25% du déficit de 2023. Je l'ai suffisamment rappelé, pour résorber le déficit, ce n'est pas des coupes budgétaires qu'il faut proposer, mais résoudre ce problème de recettes. Alors j'entends que la taxe d'habitation sur la résidence principale présentait certaines limites, vous venez de les rappeler, mais vous avez également rappelé ses avantages. Vous ne vous prononcez pas sur son rétablissement. Alors, ma première question est la suivante. Comment pourrait-on reconstituer un lien fiscal fort et équitable entre contribuables locaux et collectivités pourvoyeuses de services publics locaux? C'est donc ma première question. Ensuite, sur la CVAE, vous montrez que sa suppression progressive est une contribution importante à la hausse du taux de marge des entreprises de ces dernières années, mais son effet sur l'investissement est incertain alors que son coût, lui, est très élevé. Cette réforme, je le considère, est donc une erreur. À mon avis, il est nécessaire de revenir dessus. En conséquence, quelles modalités proposeriez-vous pour rétablir la CVAE ou, à défaut, un impôt qui pourrait rétablir le lien entre les collectivités et l'économie? J'ai également une deuxième question sur cet impôt. Je m'étonne que les banques et assurances soient les premières bénéficiaires de la réduction de la CVAE relativement à leur excédent brut d'exploitation et à leur valeur ajoutée. Comment l'expliquez-vous? Cela semble éloigner en effet des objectifs affichés de cette réforme censée cibler les entreprises industrielles. Enfin, j'ai une dernière question sur les modalités de compensation des pertes de recettes. Alors vous estimez, vous l'avez dit, que les transferts de TVA se sont révélés favorables pour les collectivités. Je note que c'est quand même à rebours de l'analyse des associations d'élus. Donc comment vous expliquez cette contradiction? Et la deuxième chose, vous l'avez dit vous-même, la TVA a été très dynamique, donc ça l'explique. Là, ne serait-ce qu'avec le reflux de l'inflation, ça va être beaucoup moins vrai. Bon, vous dites malgré tout, vous le notez, hein, mais vous dites malgré tout que ça restera bénéficiaire. J'allais dire jusqu'à quel seuil? Parce que le problématique, c'est que vous avez noté les compensations de la TVA pour les collectivités, mais on assiste aussi à une compensation de bien d'autres dépenses de l'État ou de la dépense ou des budgets sociaux par la TVA. Jusqu'à quelle limite, à partir du moment où c'est possible, à partir du moment où la TVA est beaucoup moins dynamique, par réduction de la consommation populaire, mais aussi par effet de l'inflation? J'aimerais savoir si pour vous, il y a un seuil dans ces avantages que vous continuez malgré tout à décrire. Voilà, je vous donne la parole pour répondre à ces questions. Merci, Monsieur le Président. Sur le lien contributif entre ménages et entreprises, bon, c'est vrai que la Cour n'a pas proposé de rétablir un impôt résidentiel, parce que ce n'est pas de son domaine de compétence. D'ailleurs, dans un rapport que nous avions fait il y a quelques années pour la Commission des finances du Sénat, nous avions mis la même position. Voilà, à titre personnel, je pense que ça va être compliqué de rétablir un impôt qu'on a supprimé, surtout si... Voilà, ça va être relativement compliqué. Si jamais il fallait rétablir un impôt résidentiel, il y a des choses qu'il faudrait éviter de faire. Par exemple, la première chose, c'est de l'asseoir sur des bases locatives qui datent de 1970. Ça n'a aucun sens. Deuxièmement, il faudrait éviter d'avoir un impôt résidentiel, s'il était rétabli, qui en fait repose pour un quart sur les financements de l'État. Donc voilà, c'est les deux garde-fous que je mettrais. Ensuite, c'est une décision politique qui n'appartient pas à la Cour de proposer, mais à titre personnel, je pense que ça va être objectivement compliqué, même si les associations d'élus le proposent depuis 1977, 2017, pardon. Depuis 2017, depuis qu'on a décidé de supprimer cet impôt, de fait, pour l'instant, je ne vois pas de proposition concrète pour le faire. Sur la CVAE, il y a une incertitude sur la suppression définitive de la CVAE, puisque je crois comprendre qu'elle va être prolongée sur 2025 et qu'elle pourrait l'être au-delà, vu la situation des finances publiques. Alors, faut-il la rétablir à son taux initial? Là aussi, c'est une décision qui appartient au gouvernement et aux législateurs. Il y a une chose qui est certaine, c'est que cet impôt crée des distorsions, puisque, en fait, en fonction du rapport entre
la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires, vous étiez plus ou moins imposé. Donc si on devait maintenir un impôt dit de production, il faudrait sûrement éviter de pérenniser ces distorsions qui sont quand même compliquées. Je rappelle enfin que si on décidait de renvoyer cet impôt aux collectivités locales, il faudrait bien sûr en tirer des conséquences sur les recettes de compensation qui leur a été données. Sur les banques et assurances, oui, c'est vrai que quand on regarde le graphique qui est dans le rapport, graphique 13, on voit effectivement qu'ils en ont profité significativement. Alors, en proportion, la baisse est la même que les autres. C'est la moitié de la première année, un quart de la seconde année. Ça ne change pas. Simplement, le calcul de la valeur ajoutée fiscale pour les banques et assurances répond à des modalités spécifiques qui a cette conséquence qu'ils en payaient plus que les autres. Et donc, dans la baisse et la réduction, ils en profitent plus que les autres. Mais à la même proportion. Mais c'est lié aux modalités de calcul de la valeur ajoutée fiscale dans le domaine des banques et des assurances. Sur le dernier point qui est la question de la compensation, oui, je sais que nous avons une vision assez différente du président du comité des finances locales sur le sujet, qui considère que l'État doit 79 milliards d'euros aux collectivités locales. Voilà, parce qu'effectivement, il y a eu une sous-indexation depuis des années et que le dû n'est pas rendu. Nous, on a calculé entre avant et après et on a neutralisé les conséquences éventuelles des augmentations de taux qu'auraient décidé les collectivités locales. Donc, ça a cette conséquence-là. Et c'est clair qu'en 2021, 2022 et 2023, ça a eu des conséquences plutôt positives qui se sont réduites du fait de la baisse des recettes de TVA et donc à terme de l'inflation. Est-ce qu'il y a une limite? Alors, nous, on regarde par rapport aux impôts supprimés, pas par rapport aux charges transférées. Mais par rapport aux impôts supprimés, il faut se rappeler que les bases locatives, elles sont indexées sur l'inflation. Donc, il y a un lien entre inflation et base locative, entre inflation et TVA, c'est clair. La différence, c'est que quand on était sur les taxes locatives, c'est indexé avec un an de décalage, alors que quand c'est la TVA, c'est immédiat. Alors ensuite, l'autre solution, ça peut être défavorable si les bases physiques des logements, les bases locatives physiques, pas leur valeur indexée, mais les bases locatives, si les logements augmentaient davantage, il y en avait plus que dans le passé, que de consommation. Là, effectivement, ça pourrait avoir un effet négatif. Pour l'instant, ce n'est pas ce qu'on a constaté, vu la crise du logement par ailleurs. Donc, on estime qu'il n'y a pas de risque aujourd'hui. Ensuite, par rapport aux charges transférées, là, c'est un autre sujet qu'on n'a pas regardé. D'accord, merci. Monsieur le rapporteur général.